Je n'ai pas de retour son en revanche. Est-ce que ça va mieux comme ceci, ce qui laisse le temps au dernier de prendre place? Alors, quelques finalisations de réglages techniques et nous allons pouvoir commencer. Nous avons 11 points à l'ordre du jour ce soir où nous allons parler du commissariat de police, de cartes scolaires, d'Abbesse et également du gymnase de Toumalin. Alors, j'ai même le retour en écho. Est-ce qu'on est bon du point de vue technique? De toute façon, vous m'entendez? C'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Bon, ben très bien. Nous avons quelques absents ce soir qui donnent procuration, notamment monsieur Alain Godot à Michel Serré, monsieur Frédéric Durand à Jean-Yves Trévian. Ah, c'est beaucoup mieux ainsi. Madame Catherine Favard à moi-même. Madame Marine Bru à Hélène Deiris. Monsieur Thierry Lheureux à Valérie Lacoste-Marie. Madame Dominique Morat à Jean Lavielle. Monsieur François Carbonel à Jacques Maillefer. Et enfin, monsieur Bruno Dubroca à Catherine Rabat. Le quorum est atteint, la séance peut légalement se tenir. Il nous faut désigner un secrétaire de séance qui sera ce soir, monsieur Jacques Maillefer. Merci. Je vous propose l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 30 janvier dernier. Est-ce qu'il y a des observations? Non, je mets donc le procès-verbal aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Des abstentions? C'est le tour d'échauffement. Donc 5 abstentions avec la procuration. Le point numéro 1 appelle le débat et l'adoption d'une motion contre la fermeture de l'antenne du commissariat de police de Saint-Paul-et-Dax et pour le maintien d'un service public de sécurité de proximité sur notre commune. Vous le savez certainement puisque les habitants de Saint-Paul-et-Dax en parlent beaucoup. L'État a décidé une modulation forte du temps d'ouverture du commissariat de l'antenne du commissariat de Dax à Saint-Paul-et-Dax, qui est situé sur la place du Barchet Baaigne, et propose dès le mois de mars une quasi-fermeture, ou du moins avec une réduction du temps d'ouverture très forte, qui se limitera à une demi-journée par semaine et sur rendez-vous. Sachant que nos habitants, effectivement, se plaignaient parce qu'il était régulièrement fermé de par l'absence en fait, d'effectifs à l'intérieur et qui, de fait, les renvoyait directement vers le commissariat de Dax. Donc, bien évidemment, cette décision suscite l'inquiétude parmi les habitants de notre commune et parmi les élus locaux que nous sommes. C'est un sujet qui était discuté, abordé avec monsieur le commissaire de police et avec les représentants de l'État dans le département, le corps préfectoral des Landes, puisque ce choix organisationnel est pris sans concertation avec les élus et qui nous est imposé, et de fait va à l'encontre des besoins des Saint-Paulois en matière de sécurité sur notre territoire, dont vous le savez, la démographie ne cesse de progresser. Alors que notre territoire est exposé ces derniers mois à des incidents importants, et au vu du développement du trafic de drogue qui touche tous les territoires aujourd'hui, et particulièrement les territoires ruraux, cette réduction drastique des moyens constitue un signal politique inquiétant. Il marque un désengagement de l'État au plus proche des réalités du terrain. Les résultats positifs obtenus ces dernières années en matière de lutte contre les trafics, les incivilités, les cambriolages et les autres faits de délinquance sont le fruit d'une coopération efficace entre les différents acteurs. Il s'agit là véritablement d'une œuvre collective. C'est un travail qui paye. Pour information, nous avons reçu les chiffres du ministère de l'Intérieur il y a quelques jours. La délinquance est en baisse de 18% en 2024 à Saint-Paul-et-Dax. Des résultats qu'on prend avec du recul et modestie parce qu'on sait qu'ils peuvent très vite changer en fonction d'incidents. Et je rappelle, nous sommes dans une croissance démographique, donc mécaniquement, on le sait, la délinquance, le volume pour la délinquance augmentera à moyen terme. Je le disais, c'est le fruit d'un travail efficace de coopération avec la police nationale, la police municipale, les services de la justice, les acteurs municipaux et sociaux, les bailleurs sociaux particulièrement, et puis bien évidemment les habitants de la commune avec qui nous travaillons dans une coopération permanente et souvent avec l'ensemble de ces acteurs dans l'ombre de sorte à être le plus efficace possible, qu'ils en soient tous, une fois encore chaleureusement,
remercier. Un résultat obtenu par un engagement fort, tant sur le volet de la prévention, et on sait que les actions sont nombreuses dans ce cadre-là, et elles nous occupent régulièrement ici, dans cette assemblée municipale, que sur le volet de la répression, lorsque c'est nécessaire. Ce démantèlement progressif du commissariat remet en cause sa dynamique de travail de terrain, et risque de fragiliser durablement la politique de sécurité publique à Saint-Paul-et-Dax et dans l'agglomération dacquoise. Je rappelle, depuis sa création dans les années 80, l'antenne de Saint-Paul-et-Dax joue un rôle essentiel dans le maillage territorial de la sécurité publique. Initialement, nous avions là un établissement autonome par rapport au commissariat de Dax qui disposait de moyens suffisants avec un agent d'accueil, 4 agents judiciaires et une patrouille véhiculée. Nous sommes nombreux à nous en rappeler. Cependant, depuis 2018, nous avons constaté une diminution progressive des effectifs et des moyens, culminant aujourd'hui avec ce temps d'ouverture relativement restreint. Les conséquences de cette décision sont nombreuses. À l'image de la diminution de la fuite de coopération quotidienne entre nos services de la police municipale et de la police nationale, le report de charges que l'on observe déjà d'administrés qui se rendaient au niveau du commissariat de Saint-Paul vers la police municipale, des difficultés accrues pour nos administrés à déposer plainte ou encore la complexification des démarches judiciaires pour la mairie. De plus, et c'est peut-être là le plus important, cette réorganisation entraîne une perte importante de renseignements de terrain pourtant indispensables à la prévention et à la résolution des faits de délinquance. Cette situation, elle est d'autant plus paradoxale que M. le Président de la République et le gouvernement ne cessent d'affirmer vouloir renforcer la présence policière par plus de bleu sur le terrain et garantir la sécurité des citoyens. Tandis que les discours officiels insistent sur la nécessité d'un état d'urgence sécuritaire et d'un déploiement accru des forces de l'ordre, la réalité locale, telle que nous l'observons, démontre une toute autre dynamique. Une disparition progressive des services de police, une absence de moyens à la hauteur des enjeux, notamment, je le rappelais, démographiques pour notre territoire, et un abandon progressif des collectivités locales. Et on l'entendait encore, il y a quelques jours à peine, monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui nous parlait de continuum de sécurité jusqu'au plus près du terrain. Ce double discours contribue à accroître la défiance des élus et des citoyens envers les décisions de l'État, laissant un territoire comme le nôtre sans réponse face aux enjeux croissants de sécurité. Par ailleurs, nous insistons sur l'importance du maintien d'un service public de sécurité de proximité pour toutes les populations les plus vulnérables, notamment les femmes victimes de violences, les personnes en situation de handicap, les jeunes LGBTQI+, en souffrance, et les personnes âgées, nos seniors. La fermeture de l'antenne de police compromet la possibilité pour ces publics d'accéder facilement, et on sait qu'on a besoin d'un agent en face de nous, parce qu'on nous dit aussi qu'on peut se reporter sur Internet au dépôt de plainte en ligne. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est complexe, et on le voit à travers ceux qui viennent nous rencontrer dans le cadre notamment du dispositif « On vous accueille comme vous êtes ». Cette fermeture compromet la possibilité pour ces publics d'accéder facilement à une aide immédiate et à un dépôt de plainte rapide. Les chiffres de l'ADAVEM et du CIDFF témoignent de l'augmentation des faits de harcèlement et de violences verbales et physiques, tant dans la sphère publique que familiale, ce qui rend d'autant plus incompréhensible la réduction des moyens policiers. J'ai eu l'occasion d'en parler avec monsieur le Premier ministre Michel Barnier, de ce cas de l'antenne du commissariat de Saint-Paul-et-Dax, mais quelques jours après, il n'était plus là. C'est pourquoi nous avons saisi le Premier ministre, M. François Bayrou, qui actait un transfert du dossier vers M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et entre l'envoi de l'ordre du jour du conseil municipal et aujourd'hui, nous avons reçu une réponse de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a transféré le sujet vers le directeur général de la police nationale. Mais pour l'instant, aucune réponse opérationnelle n'a été apportée, laissant les élus et la population sans perspective claire sur l'avenir de l'antenne du commissariat de Saint-Paul-et-Dax. C'est pourquoi, face à cette situation, nous les élus du conseil municipal de Saint-Paul-et-Dax, nous vous proposons ce soir de demander à l'État et aux autorités compétentes de revenir sur la décision de fermeture accrue de l'antenne du commissariat de police de Saint-Paul-et-Dax et garantir un accès pérenne et suffisant au service de la police nationale pour nos administrés, et d'engager une réflexion concertée avec les élus et les forces de sécurité locales afin de doter notre territoire de moyens humains et matériels
en adéquation avec les besoins croissants en matière de sécurité et de démographie de notre territoire, puisque nous l'observons aujourd'hui, nous manquons déjà en fait d'effectifs de police pour un territoire comme le nôtre. Voilà à grands traits la motion qui vous est proposée ce soir. Les échanges sont ouverts. Pas d'intervention par rapport à cette motion. Écoutez, je vous propose donc de la mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité et je vous en remercie face à cet enjeu aussi important pour notre territoire. Merci à tous. Point numéro 2, nous changeons complètement de sujet puisque nous allons parler de la modification de la carte solaire avec Madame Martine Gaille, qui a un micro juste à côté d'elle. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Oui, il s'agit d'une modification de la carte scolaire. La ville de Saint-Paul-et-Dax poursuit sa croissance, Monsieur le maire vient de vous le dire. Mais cette croissance, à la vue des programmes immobiliers en cours, n'est pas uniformément répartie sur notre ville. Dans le souci d'assurer des conditions de scolarisation optimales pour les jeunes Saint-Paulois, la municipalité a envisagé de réajuster la carte scolaire. La ville de Saint-Paul-et-Dax compte 4 groupes scolaires qui accueillent à ce jour 937 élèves, répartis en fonction d'une sectorisation géographique adoptée lors de la séance du conseil municipal du 31 mai 2006. Sectorisation modifiée à plusieurs reprises et en dernier ressort lors du conseil municipal du 25 février 2021. Partant de la volonté de maintenir un équilibre des effectifs entre tous les groupes scolaires, une réflexion a de nouveau été menée afin de limiter tout risque de fermeture de classe qui serait de nature à compromettre des conditions d'apprentissage de qualité et des conditions de travail des équipes éducatives. Cette réflexion s'est avérée nécessaire suite à l'arrivée de nouveaux élèves, arrivée liée à la construction de nouveaux logements sur les actuels secteurs des écoles Marie Curie, la Chêneraie, et de Gaston Larieux, la Chênaie, sur l'ancien site d'Agralia. Par ailleurs, des inscriptions sur le groupe scolaire Jules Barouillet permettront de compenser une légère baisse d'effectifs actuellement constatée. Par conséquent, il est proposé de modifier la carte scolaire de Saint-Paul-et-Dax comme suit. Transfert d'une partie du périmètre du groupe scolaire Marie Curie vers le groupe scolaire Jules Barouillet. Chemin de la Courbe, rue Denis Papin, chemin de Mesturon, rue Bernard Palissy, chemin des Artificiers, rue Eugène Ducretet, chemin du Lapasse, route d'Ermes, rue Philibert Delorme, chemin de Marcadieu. Puis transfert d'une partie du périmètre du groupe scolaire Gaston Larieux vers le groupe scolaire Jules Barouillet. Allée de Christus, rue du Béliot, rue Jean-Pierre Pénicaud, rue du Pont-Volant, chemin de Poustagnac, rue de la Minoterie, allée Junca, rue René Loustalot, à partir du numéro 406, c'est-à-dire au croisement de la rue du Tambour. Et le transfert de la rue Tire-Culotte du groupe scolaire Henri Lavielle vers le groupe scolaire Jules Barouillet. Il est donc proposé au Conseil d'approuver les modifications apportées à la sectorisation de la carte scolaire, consultable en annexe, ainsi que la carte scolaire actuelle. Modifications qui entreront en vigueur à compter des inscriptions scolaires 2025-2026. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Dominique Romain. Bonsoir mesdames et messieurs. En fait, ce n'est pas des questions, c'est des remarques. D'abord, vous ne nous avez pas précisé combien d'enfants seraient concernés par ces mouvements. Ensuite, voilà, on convient bien qu'il faut bien établir un équilibre entre les groupes scolaires. Ça, c'est tout à fait évident, pour ne serait-ce éviter la fermeture éventuelle de classes. Donc, c'est tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, on s'est étonné, je veux dire, des zones géographiques. Vous avez pris la zone géographique des quartiers de l'hippodrome et du quartier du pôle d'entreprise pour déverser les enfants qui étaient jusqu'alors, enfin qui sont actuellement à Marie Curie, pour les transférer sur Jules Barouillet.
Alors, si on regarde la carte, la zone géographique, ça fait quand même... Jules Barouillet est complètement à l'opposé. Est-ce que ça ne va pas induire des problématiques pour les familles, pour les transports? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu possibilité de faire un transfert de cette zone-là vers un groupe scolaire plus proche et faire soit un mouton que d'autres aillent de Marie Curie, par exemple, ou de Gaston Larieux aille sur Jules Barouillet. Voilà, c'est une question de... Voilà, c'est deux pôles opposés entre Barouillet et le pôle d'entreprise ou le secteur d'hippodrome. Également, on voit que la zone nord-ouest du lac de Christus est également impactée. Il y a des transferts donc partiels, bien sûr, de Marie Curie sur Jules Barouillet. Bon, vous allez nous expliquer comment ça a été défini. Pas tellement pour nous, c'est pour l'information auprès des parents qui se sentent concernés dans ces secteurs, tout simplement. Ensuite, il y a une question un peu plus, je dirais, lointaine. Vous avez une vue, notamment Monsieur le maire, une vue très, très lointaine de l'urbanisation de Saint-Paul, avec sur la pince des projets qui sortent de terre, donc des nouveaux lotissements, Anguiao, Tchanka. Donc c'est des centaines des centaines d'habitants qui vont arriver, et certainement des jeunes familles avec de nouveaux enfants. Donc ces enfants qui auraient priorité, et ça dans les 2 ans qui arrivent, priorité sur Jules Barouillet, comme Jules Barouillet sera, je ne sais pas, peut-être au plein des effectifs, est-ce qu'il va y avoir en fait un reversement à venir ? Et la situation, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un partage moins pénalisant aujourd'hui pour ces familles-là, sachant que dans 2 ans, il faudra reconsidérer cette carte scolaire, quoi. Bien. C'est des remarques, attention. Oui. Alors, d'abord, pour répondre à la première question, qui était quelles seront les conséquences de changement d'effectifs suite à cette décision. Eh bien, par exemple, pour l'école élémentaire Henri Lavielle, on pense d'un taux d'encadrement de 23,88 à 23,63. Pour Marie Curie, de 24,2 à 23,78, c'est-à-dire qu'on passe en dessous de 24. Mais surtout pour l'école Jules Barouillet, qui est à un taux de 20,88, on passera à un taux de 22 élèves par classe. Et l'important, vous l'avez dit vous-même, c'est qu'il n'y ait pas de fermeture de classe. Alors, je vais enchaîner sur votre dernière question. Vous dites, est-ce que dans 2 ans, est-ce qu'il ne faudra pas encore rechanger les choses? Eh bien, voyez, cette carte scolaire, elle a été modifiée plusieurs fois. Elle a été établie en 2006 et depuis, c'est la 5e fois, je crois, qu'on la change. Évidemment, à chaque fois, il faut s'adapter à ce qui se passe dans notre ville. Et c'est pour ça que nous changeons aujourd'hui. Peut-être dans 2 ans, effectivement, quand des logements auront été attribués sur le quartier de l'Estrille, il faudra changer à nouveau. Mais la carte scolaire, c'est quelque chose qu'il faut suivre continuellement. Voilà pourquoi nous avons fait ça. Ensuite, le choix des rues. Eh bien, nous avons essayé d'établir des rues qui permettaient un accès facile à l'école Jules Barouillet. Vous remarquerez que les rues qui quittent l'école Marie Curie sont toutes situées à l'ouest de l'avenue Pierre-Benoît. Parce que de là, on peut accéder à la partie ouest et à la pince de Saint-Paul-et-Dax, soit par les rues, soit en passant par la rocade. Voilà. Pour d'autres, c'était encore plus compliqué. Si on avait modifié la carte autrement, comme vous le suggérez, en transfasant plus d'enfants de Gaston Larieux ou de Henri Lavielle vers Jules Barouillet, on se serait peut-être retrouvé confronté à ce que vous avez connu par le passé, lorsque le quartier qui se trouve avenue Napoléon Ier, entre l'église et l'avenue Napoléon Ier, a été changé alors que les enfants allaient à
Henri Lavielle, on a changé pour Jules Barouillet. Et les parents ont été très mécontents. C'est vrai qu'à chaque fois, ce n'est pas facile. Mais voilà, c'est ce que vous avez subi, que je risque de subir dans les prochains jours. Mais nous avons fait très attention, croyez-moi. Il y a quelques enfants concernés qui permettront un rééquilibre sans pour autant que la distance pour se rendre à l'école augmente beaucoup. Voilà. Excusez-moi de vous demander cette précision, mais ça concerne combien d'enfants? Vous avez parlé de ratio dans la classe, mais alors, voilà, globalement, ça concerne combien d'enfants? Vous voulez connaître le nombre d'enfants? Oui. Oui, sur les 900 et quelques qu'il y a. 9. C'est une dizaine d'enfants parce que nous n'impacterons pas les familles qui ont déjà une fratrie. Christine Giraudet. Bonsoir à tous. Donc bien évidemment, ces changements-là n'affectent pas les fratries, n'impactent pas non plus quand un cycle est commencé. Quand il est commencé, il perdure. Ensuite, j'avais une question sur le fait que vous parlez de tous les nouveaux projets qui sont en train d'être en livrés ou en passe de lettres. Est-ce que vous avez pris en considération des enfants qui sont déjà identifiés pour être inscrits dans nos écoles, ou est-ce que ce sont des prévisions et des projections sur le futur ? Alors nous avons travaillé sur les enfants inscrits actuellement, bien sûr, ceux qui sont venus s'inscrire depuis que les inscriptions ont ouvert, et sur les naissances de 2022. Voilà, sur quoi nous nous sommes basés. Et puis pour les nouvelles arrivées, il n'y a pas encore de logement prévu immédiatement pour la rentrée prochaine. Taux d'encadrement donc de 23 pour les écoles hormis Jules Barouillet qui est à 22, ça reste que des projections, c'est de l'expectative. On n'est pas encore sûr complètement qu'en la rentrée on aura bien 23. On n'est jamais sûr. Une fois on s'est retrouvé à la maternelle Jules Barouillet avec 10 élèves de plus pendant l'été, qu'il a fallu répartir sur 4 classes. Donc ça a fait des effectifs importants. C'est très difficile de tout anticiper, mais on essaie de le faire au maximum. Et normalement, cette décision devrait améliorer la situation. Voilà. Elle est faite pour ça. C'est pas tellement le plus qui est à craindre, parce qu'on peut les répartir au mieux dans la commune. Ce qui est surtout à craindre, c'est le moins, parce qu'avec les fermetures de classes qui sont un petit peu drastiques un petit peu partout maintenant en France, il faut veiller justement au taux d'encadrement pour éviter d'être dans la ligne de mire de l'éducation nationale. C'est bien notre idée. Merci. Alors, vous avez vu que c'est une science mouvante, hein. La carte scolaire et puis les effectifs. Moi, je salue quand même tout le travail qui est fait par Martine Gaille, par la commission des affaires scolaires, parce que je sais que vous avez des échanges très, très constructifs dans la commission, nos services également, pour pouvoir faire preuve d'agilité, nous adapter en permanence. Je crois que c'est la vertu déployée depuis le début du mandat, de pouvoir s'adapter par rapport aux évolutions démographiques, qui ne sont pas si scientifiques que ça. Je le dis aussi pour Dominique Romain, parce que je prends l'exemple du quartier, alors à la place de l'usine Agralia aujourd'hui, il y avait une projection sur l'arrivée de familles et d'enfants qui ne s'est pas du tout réalisée. Donc il y a une forme de complexité à pouvoir se projeter. Je vous confirme qu'on essaie de regarder loin. Et ce qui est important dans le cas de la carte scolaire, c'est de regarder loin à deux. Et il y a quelque chose de particulièrement désagréable aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de directeur académique des services de l'éducation nationale. Dans cette période qui est particulièrement critique, on sera resté 2 mois sans DAZEN. Alors que les autres années, ça nous permettait d'avoir un échange direct avec monsieur le directeur et de pouvoir se projeter, là aussi à moyen terme, au moins à moyen terme, en fait, à la fois sur nos écoles primaires, mais également les collèges et les lycées. Et là, on vit une période particulièrement désagréable vis-à-vis de ça. Donc on essaie de s'adapter au mieux pour pouvoir relever le challenge de maintien de nos classes et puis d'un meilleur taux d'encadrement pour les enfants qui puissent avoir les meilleures conditions d'apprentissage. Oui, effectivement, il n'y avait plus ni M. Brevet ni M. Petit-Colin qui étaient en arrêt, mais nous avons quand même réussi avec les services à entrer en contact avec le directeur adjoint, M. Dinelli, pour lui présenter cette proposition de modification de carte scolaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je mets donc la délibération en voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Français de Candoë a voté ? Pour, d'accord, j'avais pas vu. Des abstentions ? 5 abstentions sur la carte scolaire ? D'accord, la délibération est
adopté. Nous ouvrons le chapitre des affaires financières avec Monsieur Jean Lavielle qui va nous parler des sorties de l'actif. Kesako. Vous allez le savoir dans quelques minutes. Alors, par mesure de simplification, les biens de faible valeur peuvent être sortis de l'actif et de l'inventaire comptable de leur donateur dès qu'ils ont été intégralement amortis, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur acquisition. Chaque année, il sera nécessaire de confirmer au comptable public le ou les numéros d'inventaire de ces biens de faible valeur sortis de l'inventaire pour que ce dernier acte la sortie de l'état de l'actif de son côté. Ces biens sont conservés à l'inventaire de leur donateur s'ils sont toujours utilisés jusqu'à sortie et qu'en cas de cession, le produit peut être enregistré en section de fonctionnement produit exceptionnel. Voilà. Alors un bien de faible valeur au sein de la collectivité est un bien dont le montant unitaire est d'un coût inférieur à 500 € tel que défini dans la délibération du 30 novembre 2023 qui définit les règles et durées d'amortissement de la ville de Saint-Paul-et-Dax depuis le 1er janvier 2024. Avant cela, l'application de la délibération du 28 novembre 1996 permettait le classement des biens dont le montant était inférieur à 1 524,49 € en tant que biens de faible valeur. Voilà. Donc il vous est proposé de sortir de l'inventaire et de l'état de l'actif l'ensemble des biens de faible valeur amortis. Voilà. Est-ce que vous avez des observations questions par rapport à ça? Non. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Et puis nous allons parler de l'actualisation du règlement budgétaire et financier, toujours Jean Lavielle. Oui, c'est la délib numéro 4 donc, ce soir. La ville de Saint-Paul-et-Dax s'est dotée, depuis le 1er janvier de cette année, d'un nouveau logiciel Finance RH. Les circuits de Visa Finance ont pu être programmés, permettant aux agents de suivre le processus financier directement dans le dit outil. Le règlement budgétaire et financier est donc actualisé. De plus, suite à la délibération précédente, l'approche liée au suivi de l'actif est également révisée. Voilà. Si vous avez des questions à poser. Non, délibération administrative. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci. Au point numéro 5, nous allons parler de subventions pour le Saint-Paul Sport Rugby. Monsieur Emmanuel Vigne. Oui, donc la ville de Saint-Paul-et-Dax soutient le tissu associatif local, lequel participe activement à l'animation de la commune au quotidien. Ainsi, il a été convenu d'allouer des moyens financiers aux différentes associations qui contribuent par leurs actions au développement culturel, artistique et sportif de la ville. Le club du Saint-Paul Sport Rugby favorise la pratique sportive auprès des jeunes, contribue à la promotion de la santé et à l'inclusion sociale et participe au financement de l'ensemble des compétitions sportives pour toutes les catégories de pratiquants. Afin de faire face à l'ensemble de ces dépenses de fonctionnement et démarrer les projets le plus tôt possible, l'association Saint-Paul Sport Rugby sollicite le versement de cette subvention dès le mois de mars. Afin d'apporter son soutien, la ville de Saint-Paul-et-Dax propose de lui allouer une subvention annuelle de montant de 40 000 €. Le montant de la subvention dépensant la somme de 23 000 €, il est également proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à conclure pour l'année 2025 une convention d'objectifs avec la dite association. Donc, il est proposé ce soir au conseil municipal d'approuver le versement de la subvention annuelle d'un montant de 40 000 € à l'association Saint-Paul Sport Rugby et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs afférente, convention que vous aviez donc en pièce jointe. Et je précise aussi que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, bien évidemment. Merci. En termes de précision complémentaire, nous devrions voter en fait l'attribution des subventions au mois de mars. Il s'agit là de demandes en fait, à la fois ici sur le point numéro 5 et sur le point numéro 6 des associations pour avoir une avance, enfin d'avoir le versement en avance par rapport à l'adoption des subventions pour l'ensemble des associations. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que tout le monde prend part au vote? Oui. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci pour le rugby. Au point numéro 6, direction Abbesse. Sébastien Ducasse. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc là aussi, un versement de subvention 2025 donc à l'association Jules Vachereau
On est sur des montants inférieurs, mais c'est le même principe. Donc propriétaire de 130 hectares donc, du domaine d'Abbesse depuis le 1er janvier 2023, la municipalité œuvre à redonner toute sa magie à ce site exceptionnel dans le respect bien sûr de son histoire et de sa biodiversité. Plusieurs projets concrets ont émergé, dont certains font appel à la participation citoyenne. C'est notamment le cas de l'association Jules Vachereau qui s'attache à valoriser les ouvrages de l'architecte paysagiste parisien du même nom qui a profondément revisité le parc de la demeure des Maîtres des Forges en 1912. Au début de l'année 2024, la ville a missionné cette association saint-pauloise afin de réaliser des opérations de défrichage et de mise en lumière des abords de la Maison des Jardiniers. Un chantier qui a révélé la richesse du patrimoine naturel entre arbres remarquables et nombreuses espèces florales et arbustives, mais aussi architecturales, à l'image du 3e bassin des jardins maraîchers et vergers originels. Donc je pense que si vous êtes passé d'ailleurs dernièrement sur le site, vous avez pu voir l'avancée du chantier et le travail de l'association. Cela a permis donc de recréer la perspective artistique initiale avec les 2 autres bassins similaires situés à proximité. L'aménagement de cet espace a débuté il y a quelques mois avec l'ambition de créer des garnitures et des agréments similaires à ceux des jardins à la française que l'on trouvait dans le parc du château il y a moins de 50 ans, mais également de dégager les abords du bâtiment. Il convient donc désormais de poursuivre cette démarche et de soutenir l'engagement de l'association en ce sens, en tenant compte de la saisonnalité. Et c'est ça qui est important dans cette délibération. Il est ainsi proposé au conseil municipal de procéder au versement anticipé d'une subvention d'un montant de 1 600 €. Là aussi, les crédits sont inscrits au budget donc, communal et la commission culture et patrimoine du 18 février 2025 a donné un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions, sachant que là aussi sur le vote, les membres de l'association ne prendront pas part au vote, donc il y a monsieur... Je vais le dire, voilà. Donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Pas de questions. Ne prendront pas part au vote sur cette délibération Sylvie Péducas, Thierry Lafitte, Michel Serret et moi-même. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne prendront pas part au vote? Catherine Beaulieu. Très bien. Pas d'autres personnes. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention non plus. Donc, excepté les personnes qui ne prennent pas part au vote, la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci pour l'association Jules Vachereau. Au point numéro 7, nous allons reparler de Toumalin avec l'approbation du plan de financement. Et vous voyez qu'un document vous a été versé sur table avec l'actualisation, les dernières actualisations du plan de financement. Monsieur Jean-Yves Trévian va nous expliquer tout ça dans le détail. Oui, bonsoir à tous. Donc, il s'agit de l'approbation du plan de financement pour le projet de restructuration du pôle sportif de Toumalin. La commune de Saint-Paul-et-Dax a initié en 2024 un projet ambitieux de rénovation du complexe sportif de Toumalin, situé au 325 avenue du Maréchal Foch. Dans un objectif de modernisation et d'optimisation des infrastructures, le projet vise à répondre aux besoins croissants des associations locales, des établissements scolaires, notamment le collège Jean Moulin situé à proximité immédiate du complexe, et des habitants. Le complexe, actuellement vieillissant et énergétiquement inefficace, sera remplacé par des installations modernes et durables dans le cadre d'une démarche de développement local et de revitalisation des équipements sportifs pour mieux répondre aux enjeux pédagogiques, associatifs et sportifs. Le projet de restructuration du complexe sportif de Toumalin comprend plusieurs volets. Tout d'abord, il prévoit le remplacement des infrastructures existantes avec la démolition du gymnase actuel, jugé comme une passoire thermique. Une nouvelle infrastructure sera ensuite construite, comprenant une salle de sport de type C, destinée au sport collectif, et qui pourra accueillir des compétitions de handball et de basketball de niveau régional. Cette salle disposera de gradins pour 500 places. Une salle gymnique qui accueillera la gymnastique artistique ainsi que des activités gymniques de loisirs. Cette seconde salle disposera de gradins pour 400 places. Il y aura également dans cette infrastructure des vestiaires, des locaux administratifs et des espaces de convivialité. Les cours de tennis seront rénovés et les 2 premiers cours jouxtant le nouveau gymnase seront couverts. 2 terrains de basket 3-3 extérieurs et couverts seront également créés, homologués pour des compétitions de niveau départemental. Hors la salle de type C, les infrastructures respecteront les objectifs de la réglementation environnementale RE 2020, à savoir une exigence de réduction de l'empreinte carbone et de performance énergétique, c'est-à-dire l'isolation des bâtiments, le chauffage, la ventilation, etc. Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques seront installés sur une surface de 800 m², permettant une autoconsommation énergétique, mais également une redistribution du surplus vers les bâtiments les plus consommateurs de la commune. En matière d'aménagement paysager et écologique, le complexe sera intégré dans une aire arborée inspirée de l'aréal landais, favorisant la biodiversité et la création d'îlots de fraîcheur.
Les arbres existants seront conservés et de nouvelles essences telles que le liquide d'ambar, le bétula et le quercus seront plantées pour une végétalisation accrue du site. Il est proposé d'approuver le plan de financement prévisionnel qui figure sur vos tables. Merci. Alors vous êtes deux du même groupe à vouloir parler. Je vous laisse choisir entre vous. Je commence. Parce qu'elle est plus longue que moi, elle va être plus longue que moi. Je vous en prie, allez-y. Merci pour cette présentation. Voilà, qu'on ne se méprenne pas par rapport à ce que je vais dire. On est tout à fait pour le projet Toumalin. On se concentre ici sur le plan de financement. Ce plan de financement nous interroge quelque peu. Alors, ce plan de financement intègre ce qu'on appelle donc la dotation d'équipement des territoires ruraux, dont Saint-Paul bénéficie, les deux DETR, qui, dans ce plan de financement, donc, représentent quand même 53% du global TTC, 63% du hors-taxe. Sachant qu'il y a quelques jours, c'était encore plus, je dirais, parce qu'on a eu, en arrivant au Conseil, la surprise de voir qu'il y avait une majoration quand même du plan de financement des travaux de 360 000 euros qui sera pris en charge par la commune. J'espère que ça ne va pas aller en augmentant toutes les semaines comme ça. Donc ces DETR quand même représentent plus de la moitié. Alors pourquoi cette question ? Parce que, en fait, je me suis amusé, façon de dire. Je suis allé sur le site de la préfecture. Je suis allé lister sur ce site de la préfecture des Landes les subventions, donc les DETR, qui ont été allouées à l'ensemble des communes des Landes en 2023 et 2024. Je ne suis pas revenu en arrière parce que, bon... Et le global de l'enveloppe dans les Landes délivrée, visée par la préfecture, était de 12 500 000 euros en 2023 et 2024. En 2023, Saint-Paul a sollicité une DETR qui se portait à 86 000 euros, soit 0,7% de l'ensemble de l'enveloppe allouée dans le département des Landes, 0,7%. Donc c'était pour la construction de la halle couverte. Et c'était en 2023. En 2024, la part allouée à Saint-Paul était de 0,3%. C'était pour la rénovation du temps libre. Ici, je vous rappelle, on est à plus de 50%. La subvention la plus importante en 2024 allouée par la préfecture était accordée à la communauté de communes de Max pour la création d'une pépinière d'entreprise à hauteur de 500 000 euros. Or, le SIDEC qui avait bénéficié de 900 000 euros. Alors, ma question est du fait que votre plan de financement prévoit quand même 4 millions d'euros, plus de 4 millions d'euros en 2 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine dichotomie ? C'est-à-dire 2 millions d'euros par an que la préfecture n'a jamais alloué, c'est une question, 2 millions d'euros par an que la préfecture n'a jamais alloué à quelques communes que ce soit ces 2 dernières années. Est-ce que vous êtes donc aujourd'hui assuré d'avoir ces dotations de subvention de l'État ? Tout simplement. Catherine Rabin. Merci. Bonsoir à tous. Bon, comme l'a dit Dominique Romain, on est effectivement favorable au projet Toumalin, mais effectivement, on a quelques interrogations par rapport à ce plan de financement et d'autres interrogations. Donc, le projet de restructuration du pôle sportif de Toumalin nous interroge. D'abord, nous relevons un retard pris sur ce dossier, alors même que vous affirmiez qu'il y avait urgence à agir sur Toumalin. Là, aujourd'hui, en gros, on a perdu 3 ans sur la commune sur ce projet. Les Saint-Paulois doivent quand même savoir qu'en effet, il y a eu d'abord une première version de ce projet. Vous aviez lancé une étude de programmation en début de l'année 2021. Cette étude avait donné lieu au lancement d'un concours pour sélectionner un architecte. Et fin 2021, vous renonciez soudainement à ce projet, qui soi-disant était si merveilleux, en expliquant qu'il était beaucoup trop coûteux dans le nouveau contexte lié à la crise, sachant qu'on sait très bien que la crise n'a pas commencé fin 2021. Au regard de la situation financière de la ville, au moment donc de cette renonciation,
je suis allée un peu regarder aussi les chiffres. La dette donc, par habitant était de 549 € contre 816 pour la moyenne de la strate. Les dépenses d'investissement, à cette époque-là, étaient très basses. Elles étaient basées sur à peu près 300 € par habitant contre à peu près 450 €, toujours pour la moyenne de la strate. Ce qui voulait dire qu'à l'époque, donc, la ville était en capacité de mener ce projet. Vous avez donc interrompu le projet Toumalin 1, on va dire, avec vraiment des arguments complètement fallacieux, et fait perdre 2 ans pendant lesquels il ne s'est rien passé. Au premier semestre 2024, vous avez fait rédiger un 2e programme, vous avez relancé un 2e concours, avec là un projet avec des ambitions moindres, soit, c'est votre choix. Mais au final, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même perdu 3 ans et de l'argent, car la première étude a quand même coûté des milliers d'euros, enfin, quelques milliers d'euros, du moins. Tout ça pour dire que ces changements de cap et de chiffres, et encore ce soir, effectivement, où on découvre une dernière mise à jour, notamment sur la maîtrise d'œuvre, qui passe de 694 700 000 € à 804 000 €, nous laisse penser qu'il y a quand même une atmosphère de flottement et d'hésitation dans la conduite de ce projet. Surtout qu'à la fin, il ne va pas forcément coûter moins cher, puisque de mémoire, sur le premier projet, on était à 6,7 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Ça, c'était le premier constat. Autre chose qui nous interpelle, c'est l'annonce du départ de la directrice des services techniques de la ville, qui, là non plus, sur ce projet, n'est pas fait pour nous rassurer. Ça va être un 4e directeur des services que nous allons voir arriver à Saint-Paul en 5 ans, et qui va devoir s'approprier ce dossier avant de pouvoir le mener à bien. Et en espérant que cette fois, cette personne puisse rester plus longtemps que ses prédécesseurs. Comme je fais ici allusion au problème de gestion du personnel dans la collectivité, je relève que le rapport RPS sur le mal-être des agents n'est toujours pas rendu public. Il est vrai que la première adjointe avait déclaré au Conseil du mois de décembre que ce sont des éléments qui ont vocation à être confidentiels, des données qui concernent essentiellement le personnel et qui n'ont pas vocation à éclairer nos concitoyens ou le conseil municipal. Mais que vous aviez corrigé dernièrement, monsieur le maire. Du coup, qui faut-il croire? Je ne peux aussi que déplorer que ma demande écrite faite le 10 février par mail, relancée le 14 février par mail toujours, sur ce rapport RPS, sur les chiffres annuels du nombre de jours d'absence cumulés des agents, sur le taux d'absentéisme, sur le nombre de jours de maladie ordinaire, n'ai à ce jour reçu strictement aucune réponse. Autre source d'interrogation, et là je reviens bien à Toumalin, où en est-on des projets de relogement des diverses associations sportives qui occupaient aujourd'hui le site? Ou, par exemple, et à partir de quand le club de gymnastique pourra-t-il poursuivre ses activités? L'échéance approche, juin normalement pour la démolition, et les quelques 250 adhérents du club, les familles, les encadrants, les dirigeants du club sont véritablement très inquiets. Pouvez-vous nous dire ce soir où seront-ils hébergés, quand et dans quelles conditions durant la période des travaux? Enfin, je voudrais évoquer toujours le plan de financement du projet qui, comme l'a dit Dominique précisément tout à l'heure avec quelques chiffres, qui nous inquiètent fortement. Parce qu'effectivement, en autofinancement sur le nouveau tableau, on est à un peu moins de 2,3 millions d'euros à la charge de la collectivité, pour un projet qui au final coûtera à peu près 7,8 millions d'euros TTC. Là-dessus, donc, vous tablez, pour récapituler tout ça, sur 4 millions d'euros que verserait l'État au titre de la DETR. On sait très bien que ce montant, comme l'a dit Dominique, est complètement irréaliste. Effectivement, l'an passé, rien que pour donner des chiffres plus locaux, sur l'arrondissement de Dax, 152 communes, l'État disposait d'une enveloppe de 6,4 millions et Saint-Paul avait eu 86 000 euros. Et la plus grosse subvention a été effectivement allouée, pour être précise, à 544 000 euros. Donc, espérer dans ces conditions que l'État nous verse 4 millions sur 2 années, soit 2 millions par an, alors qu'il y a 152 communes à servir quand même, ça paraît complètement fantaisiste. Surtout que, comme vous le répétez très souvent, la situation financière de l'État s'est encore dégradée par rapport à 2024. Votre plan de financement est donc véritablement insincère, monsieur le maire. Au final, on sait que la commune va devoir certainement payer un coût bien supérieur à ce que vous annoncez.
J'en conclus que le manque de transparence et l'insincérité resteront décidément comme l'une des marques de fabrique de votre mandat. Je vous remercie de votre écoute. Madame Valérie Marie. Est-ce que ça fonctionne? Très bien. Oui, je vais répondre sur la question du rapport RPS. Je vois que quand vous avez un os à ronger, vous y tenez, et surtout en repassant par Tourmalin, donc c'est vraiment des détours. Très simplement, pour des rapports RPS, je dirais deux choses. C'est que d'abord, il y a une procédure à respecter, et que cette procédure, elle indique que le rapport doit être remis à un comité de pilotage. Autour de cette table, les seules personnes qui ont lu le rapport, il y en a très peu, il y a les personnes du comité de pilotage, sûrement monsieur le maire, mais entre nous, nous n'avons pas encore eu ce rapport entre les mains, donc on ne voit pas pourquoi vous l'auriez, vous, en passant par-dessus complètement toute procédure. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut les respecter, et aussi parce que ce sont, et c'est là qu'on voit que ce que vous voulez en faire, c'est que vous donnez des noms, enfin sous-tendu des noms, la directrice de ci, le directeur de là, tous ces gens qui sont partis. Et d'ailleurs, à cet égard, vous avez le bonjour de l'ancienne directrice de cabinet qui a voulu faire un démenti l'autre jour sur votre intervention. Je lui dis que peut-être ça n'en valait pas la peine et qu'il ne fallait pas donner plus d'importance que ça à ce que vous dites sur ce genre de choses. Donc ce rapport, il suit une procédure. Et que vous le vouliez ou pas, cette procédure, elle sera respectée. C'est comme ça. Alors, vous ne pouvez pas nous taxer de manque de transparence. On a mis en place des comités de quartier qui sont quand même un endroit où les gens peuvent dire quand même beaucoup de choses. On met en place des questions au conseil municipal. On répond à peu près à tout. Je crois que là, vos critiques, on voit ce que vous voulez en faire. Vous avez un os, vous voulez le ronger. Comme vous n'avez rien à proposer, vous en êtes là. Donc ce rapport, il suit une procédure, et cette procédure, elle sera suivie. Et vous aurez ensuite, si vous avez des propositions intéressantes à faire, nous donner des leçons sur les RPS. Jean-Yves Trévian. Les bâtiments pour les activités sportives. On s'est préoccupé de cette question dès le départ. On a trouvé une solution pour les activités du collège, puisqu'on la mairie va louer une salle pour les activités en intérieur du collège. Et pour le club de gymnastique, la collectivité va également louer un bâtiment avenue de la Résistance, qui est un bâtiment qui est plus grand que la salle de gymnastique actuelle, que le club de gymnastique connaît parfaitement puisqu'ils sont allés visiter. Donc je ne vois pas où est leur inquiétude puisqu'ils étaient particulièrement satisfaits quand ils ont vu le bâtiment. Il va être réaménagé. Le déménagement va se faire au mois de juin et ils reprendront leur activité tout à fait normalement. Il n'y aura pas du tout d'impact sur l'activité du club de gym, ni sur les activités des collégiens. Ça a été pensé dès le départ. Ceci dit, on ne peut pas construire un gymnase à côté d'un autre gymnase. Donc on a trouvé cette solution temporaire et qui convient à tout le monde. Catherine Rabat. Pardon. Je vais répondre dans l'ordre. Du coup, sur mon intervention par rapport au rapport RPS, alors je suis un peu surprise de vos propos quand même, quand vous dites par 2 fois que j'ai un os à ronger. Alors là, je trouve ça quand même assez irrespectueux pour les personnes qui ont répondu à ce rapport, parce qu'il ne s'agit pas de os à ronger, il s'agit véritablement, et on en a déjà parlé, et on était bien d'accord sur le fond la dernière fois qu'on l'a évoqué, que c'est quand même un sujet important et grave, et qu'effectivement, tout le monde s'en préoccupe, et nous avec. Ce n'est pas une histoire d'os à ronger, c'est véritablement des préoccupations, et on sait très bien qu'il y a un réel mal-être, les personnes le disent. Donc déjà, je suis assez surprise. Ensuite, je n'ai jamais dit qu'on n'allait pas respecter la procédure. J'ai simplement précisé et demandé quand est-ce qu'il sera rendu public, et que j'en avais fait la demande en particulier, et qu'à ce jour, je n'avais aucune réponse sur ma demande. J'ai jamais dit que je voulais outrepasser aucune des procédures. Voilà, déjà pour faire court. Ensuite, pour répondre au deuxième sujet à M. Trévian,
Alors, je vous remercie effectivement de vous préoccuper des associations et on est aussi soucieux d'être sûr qu'elles puissent continuer d'exercer leurs pratiques. Et tant mieux s'il y a des salles qui sont louées, mais là-dessus, on n'avait pas de doute, ce n'était pas le sens des questions. C'est qu'on a été véritablement sollicité par le club de gym qui se pose des questions de où et quand et dans quelles conditions, parce qu'il semblerait qu'à ce jour, il n'y ait pas de réponse précise sur les dates, sur les conditions, ni exactement l'endroit, même si effectivement, vous le dites, il y a eu une salle qu'ils ont visitée, mais à ce jour, ils nous sollicitent et les familles mettent la pression derrière parce qu'ils sont inquiets pour leurs enfants de savoir où et comment, quand il va falloir les accompagner à la gym. Donc c'est le sens de mes questions. Voilà, c'est des questions concrètes pour leur apporter des réponses concrètes prochainement. Sylvie Péducas. Oui, donc effectivement, moi ce que je dirais simplement, c'est qu'il me semble avoir entendu exactement les mêmes propos dans votre bouche lors du dernier conseil municipal. Donc effectivement, vous vous êtes répété, mais sans doute pour que l'on vous entende sur ce sujet. Donc pour votre totale information, et comme on l'avait signalé déjà à l'occasion du dernier municipal, effectivement, la restitution en comité de pilotage, donc conformément au process qu'évoquait Valérie Marie, a été reportée, non pas de notre fait, mais par l'indisponibilité du cabinet. Si vous ne le savez pas déjà, donc ce copil aura lieu le 12 mars. Et c'est seulement donc à l'issue de ce comité de pilotage et de la restitution et du début de l'amorce d'un plan d'action co-construit avec les agents concernés que vous pourrez effectivement avoir connaissance des éléments de ce dossier, comme l'ensemble des élus. Donc ça ne saurait tarder. Concernant ce que vous appelez l'absentéisme, en tout cas le nombre de jours d'absence, nous sommes en cours là aussi d'études, de réalisation des études pour pouvoir apporter des éléments donc chiffrés et donc objectifs et ne pas rester uniquement sur le ressenti, même si souvent quand on parle de RPS, on parle bien entendu de ressenti. Et à ce titre-là, sur les premiers éléments, il apparaît qu'il y a des variabilités importantes, que ces variabilités, elles étaient observables bien avant 2020. Il y a eu par exemple en 2017 un fort pic d'absentéisme. Je ne sais pas s'il était lié au RPS ou pas à l'époque, et qu'aujourd'hui, on a donc une stabilisation du nombre de jours d'absence. Donc pour donner un comparatif, 9200 en 2017, 10 007 en 2024, sachant que nous avons donc depuis, comme vous le savez, intégré les agents du centre de loisirs et ceux de la crèche sur l'année 2024, et que ce sont des services sur lesquels on observe le plus fort taux d'absentéisme, puisqu'effectivement, lorsqu'un agent est malade, parce que aussi soumis à toutes les maladies infantiles, par exemple, qui peuvent se trouver dans les crèches ou dans les écoles, ils sont absents parce qu'il ne s'agit pas d'apporter la maladie sur l'école ou sur la crèche où ils travaillent. Donc des éléments que nous mettrons en perspective, bien entendu, avec d'autres éléments, ceux d'autres collectivités, pour essayer d'être le plus objectif, parce que je le répète ici, même si vous pouvez ou vous semblez parfois en douter, je le répète ici, notre volonté est bien d'améliorer la qualité de vie au travail des agents et de proposer des solutions qui soient des solutions qui leur permettent de vivre le mieux possible leur activité professionnelle et d'améliorer effectivement ces conditions. Jean-Yves Trévian. Sur le bâtiment, donc la communication, je ne sais pas comment elle passe, mais le club de gym, il est parfaitement informé, donc je ne sais pas quels interlocuteurs vous avez. La gymnastique, c'est quelque chose qui est quand même assez spécifique, parce qu'on a besoin d'une infrastructure pérenne, puisqu'il faut fixer les agrès au sol, déjà. Donc, c'est pas si simple de trouver une infrastructure dans le coin. Aucun club de gym ne peut accepter des licenciés supplémentaires, donc il fallait vraiment trouver quelque chose de spécifique. Le bâtiment, on l'a trouvé, il faut qu'on y apporte des transformations, il faut qu'on l'aménage, parce que ça nécessite des aménagements. Ça sera fait d'ici le mois de juin, et le déménagement se fera le mois de juin, les agrès seront fixés le mois de juin, et le club de gym pourra poursuivre ses activités dès le mois de juillet. Voilà, la réponse est donnée, c'est en juin. Mais ils le savent.
Catherine Rabat. Si, déjà, la première réponse sur cette date du 12 mars qu'on va observer. Et à partir de là, effectivement, on sera vigilant à ce que vous pourrez nous communiquer et comment vous pourrez le communiquer avec le détail des chiffres, que ce soit sur le rapport ou sur tout ce volet de l'absentéisme et des maladies. Et ensuite, pour conclure sur ce que disait M. Trévaille, on a été réellement sollicité. Donc maintenant, vous annoncez la réponse. Donc je ne sais pas s'ils écoutent, mais au moins ils pourront entendre que c'est en juin. Parce qu'effectivement, vous avez raison, on est réellement préoccupé et le club aussi, parce que c'est une activité particulière. Et effectivement, il faut faire contrôler les ancrages par des organismes. Donc les mois passent et effectivement en juin arrivent les compétitions et donc les intéressés se posent réellement la question de savoir s'ils pourront s'entraîner et exercer leur activité dans des bonnes conditions et de sécurité d'ici là, parce qu'on est quand même bientôt en mars pour juin et que ça demande voilà, des modifications, accueil du public, contrôle de ces ancrages. Donc effectivement, tant mieux si vous les rassurez, et on observera aussi qu'ils puissent déménager en juin pour continuer leur fin d'année et leur compétition dans de bonnes conditions. Monsieur Emmanuel Vigne. Madame Rabat, vos propos, comme vous nous annoncez à nous, vos propos à vous sont faux et fallacieux. Il n'y a pas de compétition à Saint-Paul-et-Dax. Il n'y a pas de public dans la salle actuellement. Il n'est pas possible d'y rentrer du public. Donc dans la salle qui va leur être destinée, c'est une salle qui va leur permettre les entraînements. Ils le savent. Nous sommes, Jean-Yves et moi-même, présents. Nous avons rencontré l'association. Les services travaillent. Donc voilà, je suis très surpris de l'annonce que vous faites ce soir. Catherine Rabat, à nouveau. J'ai pas dit qu'il y avait des compétitions à Saint-Paul. Non. J'ai dit que le club de gym avait des compétitions au mois de juin. Ils peuvent être amenés à faire des compétitions à l'extérieur. Ils participent à des compétitions. Je suis désolée. Et je n'ai pas non plus dit que c'était dans le cadre des compétitions que le local ou ce lieu qui a été trouvé devait être modifié, mais bien dans le cadre où effectivement on va y accueillir ses enfants, les adhérents, faire les familles, etc. Donc effectivement des entraînements et donc du public. Je n'ai jamais dit que demain il y aurait des compétitions dans cette salle. Qu'est-ce que vous me faites dire? Je n'ai jamais dit ça. Vous pourrez réécouter l'enregistrement. Très bien, on a bien compris la tonalité de vos interventions, Madame Rabat, qui vise à plomber l'ambiance systématiquement, même quand il y a des projets très positifs pour la ville de Saint-Paul-et-Dax, de mettre une forme d'agressivité. J'ai plus de place pour noter vos mots agressifs à l'encontre de cette municipalité, sur l'insincérité, le manque de transparence, etc. etc. Enfin, chacun se rend compte de la réalité des choses, et chacun en mémoire également votre mandature. Donc c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité sur de nombreux aspects. Les collègues vous ont largement répondu. Je vais insister sur un point. Vous avez formulé une demande concernant le diagnostic RPS. Mon secrétariat vous a répondu. Donc vous avez bien une réponse, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de vagues de départ. La prochaine fois, posez une question orale sur le RPS. N'allez pas prendre le gymnase de Toumalin comme excuse. Posez une question orale, on vous écoutera. Et comme d'habitude, on vous apportera les réponses. Vous avez parlé d'une vague de départ et vous reparlez des départs encore à nouveau ce soir. En 2014... 15 départs. 15 départs. Sur plus de 350 agents, plus de 418 salaires que nous faisons tous les mois. 15 départs, dont 6 à la retraite. Où est la vague de départ? Sur l'absentéisme, Civip et Ducas, vous avez répondu. Sur 2024, entre 2023 et 2024, moins 11%. Où est l'augmentation de l'absentéisme? Se pose la question de quelle est la crédibilité qu'on peut accorder à vos propos de manière générale. La réponse est simple. Aucune, parce que cela s'inscrit en plus dans la diffusion des fausses informations concernant le projet Léopard. À l'image, vous allez devoir faire le tour par Intermarché, absolument faux. Vos publications pour dire que c'est au maire de faire de la signalétique horizontale ou verticale sur les voies intercommunales ou départementales, absolument faux. Vous nous dites que l'agglo crée des logements sociaux, c'est absolument faux. Elle les accompagne d'un point de vue financier, mais ce n'est pas de son compétence de créer. Donc, enfin, la réponse à la question « quelle crédibilité ?» c'est aucune. Et vous continuez à alimenter les débats avec vos fausses informations, avec cette tonalité ultra négative dont nous n'avons absolument pas besoin, dont Saint-Paul-et-Dax ne veut pas et dont les habitants n'ont pas besoin. Les collègues vous ont répondu.
Les échéances ont été décrites par Sylvie Péducas et Valérie Marie. Il y aura les réponses et les détails. Il y a un vrai changement. C'est que nous travaillons avec les gens. Nous soucions d'eux. Nous travaillons avec les organisations syndicales et les représentants du personnel. Vous pouvez faire cette tête avec ce sourire narquois. Mais moi, j'ai des lettres de début de mandat qui expliquent quel était le climat aussi sur l'ancienne municipalité. Je vous les ressortirai. Quelle indécence d'aller jeter encore en pâture des agents. Parler des DST qui se sont succédés. La première est partie à la retraite, je lui souhaite une bonne retraite. Le second est parti pour des raisons familiales. Là, c'est à nouveau pour des raisons familiales. Mais quelle indécence, vraiment. C'est ça aussi qui contribue au RPS. Je suis extrêmement surpris de ce que vous dites sur le club de gym. Les collègues vous ont répondu. Monsieur le président du club de gym participe depuis le début. C'est le seul dans le cas des associations et des clubs sportifs. Il participe depuis le début du processus de sélection, de choix pour le gymnase de Toumalin. Jean-Yves Trévion, vous le rappelez, avec Emmanuel Vigne, nous recevons régulièrement le club de gym, nous échangeons, nous apportons des réponses. Alors effectivement, j'ai des agents qui m'ont dit qu'ils avaient été mal reçus par une adhérente du club de gym l'autre jour. Peut-être que cela contribue aussi au RPS de ces agents. Mais encore une fois, vous jetez l'opprobre sur ce qui n'y a pas lieu d'être. Alors que c'est un projet ultra positif. Et je salue la responsabilité de Dominique Romain. Alors je pensais que vous prépariez ensemble, mais vous posez la même question finalement sur le financement. Bon, tout ça on laisse de côté parce que vraiment une fois encore on est dans le caniveau dans lequel vous voulez nous entraîner. Merci Dominique Romain pour ces questions pertinentes sur le plan de financement. Alors, les subventions, elles ne sortent pas du chapeau concernant la préfecture. Et effectivement, je remarque votre analyse fine sur les dotations de l'État. Nous travaillons depuis plusieurs mois. C'est pour ça que le projet est un peu long. Mais je rappelle, nous étions partis sur un projet à plus de 12 millions d'euros. Dans le cadre des crises que nous avons traversées, nous avons fait le choix de réduire la voilure, alors que d'autres font le choix de doubler le coût de financement d'équipements publics. Nous, c'est l'inverse, avec ce principe de responsabilité. Ça interroge effectivement sur les accompagnements de l'État, mais nous travaillons depuis des mois avec l'État, y compris pour des subventions qui, comme c'est le cas là, qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Et l'État travaille à nos côtés, donc c'est pas sorti du chapeau. Vraiment, c'est travailler avec les services de l'État. Et la question qui se pose pour un projet à 8 millions d'euros, elle peut se poser pour d'autres équipements qui vont coûter 24 millions d'euros, ou 23. Comment est-ce qu'on va avoir des subventions de l'État? Mais on échange également très positif avec le département. On espère que l'accompagnement avec le conseil départemental sera supérieur au plan de financement qui est indiqué là ce soir à hauteur de 250 000 euros. Concernant la FCTVA, vous avez vu l'adoption du budget de la nation, donc c'est la répercussion en fait, des choix du gouvernement sur le plan de financement. C'est pour ça que la FCTVA est à la baisse. Là, pour le coup, c'est le choix du gouvernement. Donc on le subit et nous sommes obligés de l'appliquer dans le cadre de ce plan de financement. Et il y a une petite augmentation également par rapport au choix, je parle sous le contrôle des collègues, sur le choix du sol, notamment du gymnase, qui apporte une petite augmentation de 60 000 euros de mémoire ou 70 000 euros, mais je ne veux pas dire de bêtises, pour qu'ils conviennent à la fois et au basket et au handball. Et puis au scolaire aussi, parce qu'il faut que ce soit compatible avec les besoins du gymnase de Toumalin. C'est pour ça qu'on a une petite augmentation en fait. Donc un projet, vous le voyez, 7,8 millions d'euros, extrêmement positif pour les Saint-Paulois. Je ne peux pas laisser passer une majorité du temps à avoir un regard négatif sur un projet comme celui-ci. Alors oui, ça a pris plus de temps, mais on économise de l'argent à la fin. Plus de 12 millions d'euros, ça va nous coûter aux alentours de 8 millions et demi. Donc on économise de l'argent à la fin. Et heureusement que nous sommes responsables, et heureusement que nous réfléchissons, et heureusement que nous co-construisons ce gymnase à toutes les étapes du projet avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà, donc ce sera un nouveau gymnase, un nouveau terrain de handball avec 500 places dans la tribune, une nouvelle salle de gymnastique. Même le club de gym nous a dit qu'il allait être gâté par rapport à ça, que c'était un superbe projet, 400 places assises qui permettra d'accueillir des compétitions et même leur gala de gym. Ça a été terrain de basket 3-3 couvert. Nous avons le seul club masculin de basket 3-3 dans les Landes ici. Les terrains de tennis. La surface va être refaite. Combien de fois le club de tennis a dit mais c'est fissuré, c'est pas... Ils vont être refaits. Nous allons couvrir 2 terrains de tennis, ce qui va libérer des capacités dans le gymnase pour les pratiques d'autres sports, d'autres associations. C'est un projet. Et le planning est tenu sur ce gymnase version 2. Le planning est tenu. Je ne peux pas laisser dire qu'il y a une dérive par rapport au planning parce que nos services, nos élus travaillent d'arrache-pied et je les remercie pour tenir ce planning avec l'architecte qui a été choisi. Et donc pour l'instant, nous sommes toujours sur la destruction du gymnase en juin-juillet et pour attaquer les travaux dans la foulée à partir du mois de septembre. Donc c'est un très beau projet au service des Saint-Paulois, au service des associations, au service
des clubs sportifs, voilà, qui est tant attendu. Et bon, on y va. Dominique, Romain. Oui, je vous laisse respirer parce que là, vous avez vendu au Saint-Paulois le projet. Bon, vous avez été piqué parce que quand on parle du dossier RPS, vous êtes systématiquement piqué. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Moi, je voulais simplement revenir sur le fait que vous n'avez pas répondu, monsieur le maire, à ma question. Est-ce qu'il s'agit d'un plan de financement figé? Visiblement non. Est-ce que donc il s'agit d'un plan de financement plus que prévisionnel? Et est-ce que vous escomptez 4 millions d'euros de financement de l'État dans un tel projet au regard des enveloppes qui ont été allouées jusqu'alors? Vous me dites, on va tout faire pour. Ok, je veux dire. Mais moi, je veux attirer quand même l'attention. Et on a la preuve ce soir que le plan de financement qui avait été proposé il y a une semaine n'est plus du tout ce qu'il est aujourd'hui, où la commune doit autofinancer 500 000 euros de plus à 2 300 000. Donc si la DETR n'est pas à ces niveaux-là de 2 millions par an, qui c'est qui va prendre le relais? C'est bien la commune. Alors, ma question, je vais un peu plus loin. Est-ce qu'il n'est pas préférable de commencer les travaux ou le premier coup de pioche quand on est assuré d'avoir les subventions allouées? Bon, pour des montants comme ça, je ne parle pas de... Oui. Voilà, il ne faut pas qu'on ait des surprises. Il faut pas qu'on ait des surprises en 2026 ou 2027. C'est tout. Hein, voilà. Alors, je ne peux pas laisser le doute s'installer là-dessus. Ça, c'est un plan qui est même prudent. C'est-à-dire que les dotations de l'État, nous ne les sortons pas d'un Kinder Surprise, en fait. Je vous le dis, on le travaille depuis des mois avec les services de l'État. Alors après, si l'État ne tient pas ses engagements, ça, c'est autre chose. Mais vraiment, j'insiste sur le travail très positif, et je les remercie, avec les services de l'État depuis plusieurs mois par rapport à ce niveau de subvention. Concernant le département des Landes, nous travaillons avec eux, nous espérons avoir davantage d'aide que les 250 000 euros qui sont indiqués au plan de financement. De même ne figure pas l'ANS. Nous avons été extrêmement prudents. L'Agence nationale du sport, qui dans un premier temps nous avait dit qu'il nous accompagnerait à hauteur de 500 000 euros sur un sujet comme celui-ci. Puis nous avons reçu un courrier où ils nous ont dit finalement ce sera 300 000 euros. Et puis nous avons reçu un courrier, je crois que c'était le 3 juillet. Il n'y avait plus de gouvernement à ce moment-là. Nous disons, finalement, c'est pas, malgré les annonces du président de la République, finalement, c'est pas 300 000 euros, c'est zéro. Alors effectivement, là, c'est un peu compliqué de pouvoir se projeter par rapport à ça. Donc c'est pour ça que ce plan de financement est plutôt relativement prudent. Enfin, concernant l'audit RPS, je ne suis pas piqué. Moi, je suis très heureux avec les collègues qu'on fasse cet audit. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi d'autres collectivités autour de nous ne le font pas? C'est une photo que l'on prend et c'est d'une richesse forte. Il y a énormément de choses qui ressortent à travers cet audit. Et on en a parlé avec les agents et les représentants du personnel il y a peu. Il y a 2 conditions de réussite à l'audit RPS. Un, c'est qu'il ne soit pas politisé. Et malheureusement, certaines personnes, à mon sens, indécentes vis-à-vis des agents, font le choix de politiser ça. Et le deuxième point, c'est qu'on a un plan d'action très opérationnel et collectif, et ça fera l'objet notamment des travaux courant mars. Donc nous sommes très à l'aise avec ceci, parce que mesurer, c'est progresser. On n'améliore pas ce que l'on ne voit pas. Donc on est vraiment dans cette démarche d'amélioration. Voilà l'état d'esprit qui nous anime. Mais une fois encore, moi je ne m'étouffe pas de parler de Toumalin. C'est un beau projet, c'est un projet qui est attendu des habitants, et qui va nous apporter beaucoup pour les 50 années à venir. Voilà. Bon, plan de financement. Oui, on a déjà beaucoup discuté sur Toumalin. Je reviendrai juste sur un petit point. Quand vous me dites qu'on a répondu à mon mail sur notre demande sur le rapport RPS et tout ce qui concerne l'absentéisme et maladie, la seule réponse que j'ai eue après ma relance, c'est effectivement les services qui m'ont répondu que ma demande avait été transmise aux personnes concernées. Mais voilà, c'est la seule réponse que j'ai eue. Je tiens à le préciser parce que vous avez quand même dit tout à l'heure qu'on m'avait répondu. C'est ça qu'on m'a répondu, qu'on avait transmis aux personnes concernées. Donc vous aussi, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites et aux propos que vous tenez, parce qu'effectivement, je ne suis pas certaine que ça soit très juste. Madame Rabat, soyez tout à fait complète. C'est la deuxième réponse. La première, vous l'aviez eue dans la dernière séance du conseil municipal à travers les collègues.
Voilà, vous en avez une troisième ce soir. Et la semaine prochaine, vous allez nous envoyer un mail. On y répondra. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà quel est votre état d'esprit et voilà le niveau de jeu que vous souhaitez proposer pour la ville de Saint-Paul-et-Dax. Nous ne sommes pas effectivement au même endroit. Je mets Juste un dernier mot. On a parlé ce soir de la gymnastique. Je pense aussi aux autres associations qui utilisent le gymnase, avec lesquelles on a travaillé ou élus ou les services. Et donc je souhaite aussi relever le fait que les relations se passent très bien avec ces associations et toutes les solutions ont été trouvées. Et je remercie le service sport, entre autres, pour le travail réalisé. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour, qui est contre, des abstentions, 5 abstentions concernant le projet de Toumalin. Oui. Non, monsieur le maire, Oui. il a été très clairement dit au départ qu'on était bien entendu pour le projet, Oui. mais que le plan de financement posait interrogation. D'accord? Alors Très bien, on entend prenez la pas, précision, reprenez un donc, peu votre conclusion, 5 s'il vous plaît. abstentions concernant l'approbation du plan de financement pour le projet de restructuration du pôle sportif Toumalin. Voilà, on en prend note. Pour le reste, merci pour les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois. Nous pouvons passer au point numéro 8. Les marchés publics, on change complètement de sujet. On reviendra sur Toumalin après d'ailleurs. Mais là, c'est Hélène Deyris qui va nous parler d'un groupement de commandes avec la communauté d'agglomération du Grand Dax. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, nous changeons complètement de sujet puisque c'est l'adhésion au groupement de commandes porté par la CAGD pour l'achat d'équipements informatiques et de logiciels standards. Donc, la communauté d'agglomération du Grand Dax a proposé aux communes membres et à leur établissement public d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat d'équipements informatiques et de logiciels standards. Compte tenu des besoins de la commune et de l'intérêt de mutualiser les achats, optimisation des prix et rationalisation des procédures d'achat notamment, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adhérer à ce groupement de commandes dont les modalités de fonctionnement sont décrites dans la convention ci-jointe. Il convient par ailleurs de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger à la commission d'appel d'offres qui se réunira pour attribuer le marché commun aux membres du groupement. La désignation des membres est faite par vote à bulletin secret, sauf si le conseil municipal désigne à l'unanimité de ne pas y procéder conformément à l'article L 2121-21 du CGCT. Il va vous être donc proposé de procéder à main levée. Et nous avons les candidatures déjà de M. Lavielle Jean en tant que titulaire et de M. Alain Godot en tant que suppléant pour siéger à la commission. Très bien, merci Hélène Deyris. Donc tout d'abord, plusieurs points par rapport à cette délibération. Une intervention de Christian Berthoud. Je voudrais parler, mais il faudrait que la parole démocratique se libère. Donc j'ai vu qu'il y avait des candidats désignés, mais je vais me désigner à moi aussi en tant que candidat de notre groupe. Voilà. Très bien. Comme au dernier conseil Exactement. municipal. Ça faisait partie Il ne faut des points. pas, faire une délib en mettant les gens qui sont désignés ou pas. Il faut aussi demander aux groupes d'opposition s'ils ont des candidats. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est pourquoi j'allais procéder à appel à candidature. Ça faisait partie des 2 points. Voilà, je me suis exprimé, merci. Est-ce qu'il y a un suppléant également candidat avec Christian Berthoud? Il y a suffisamment de suppléants ici qui pourraient prendre le deuxième poste. Donc restera humble et on ne versera qu'un poste de candidat. Vous ne pouvez pas occuper les deux. Hein. Bon, donc je reviens au point numéro 1, avant les candidatures. Est-ce qu'il y a une objection à délibérer à main levée plutôt qu'à bulletin secret? Non, pas d'objection. Très bien. Deuxième point, effectivement, donc je fais appel à la candidature. Il y a une proposition pour M. Jean Lavielle comme titulaire et une proposition, donc c'est bien comme titulaire, hein, Christian Berthoud, comme titulaire également. Alors, qui est pour la candidature de Jean Lavielle? Oui. Donc 29 pour. Qui est pour la candidature de Christian Berthoud? 4 pour. Donc Jean Lavielle est désigné comme titulaire de la commission d'appel d'offres ad hoc. Et pour le poste de suppléant, il n'y a que la candidature d'Alain Godot, à moins qu'il y en ait d'autres. Non, je mets donc la candidature d'Alain Godot aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Des abstentions. 4 abstentions. Pardon.
concernant la candidature d'Alain Godot. Oui, Christian Vertou. Peut-être que le système me prête à rire, mais... Non, c'est pas ça. Mais je veux quand même remercier le groupe qui m'a soutenu dans ma démarche. Voilà, merci. On salue l'engagement collectif autour de ça. Et donc, il faut quand même approuver l'adhésion au groupement de commandes et les termes de la convention. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. L'adhésion au groupement de commandes et les termes de la convention sont donc adoptés à l'unanimité et m'autorisez également à signer la convention et toutes les pièces qui s'y rapportent. Merci à tous. Nous passons aux affaires foncières avec André Humeau et l'acquisition d'espaces du lotissement Le Clos du Yette. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de l'acquisition des espaces communs du lotissement Le Clos du Yette. La SAS immobilière Sud-Atlantique a aménagé un lotissement à l'île du Yette dénommé Le Clos du Yette qui comprend 11 lots à bâtir. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux DACT a été déposée le 6 janvier 2023 et l'attestation de non-contestation de la DACT a été délivrée le 1er juin 2023. Par courrier en date du 15 juillet 2024, les copropriétaires de l'association syndicale libre du lotissement Le Clos du Yette ont sollicité la collectivité pour la rétrocession des espaces communs du lotissement. La commission travaux, urbanisme, eau et énergie du 3 décembre 2024 a donné un avis favorable sous réserve que des travaux de remplacement d'arbres morts soient réalisés. Le remplacement de ces arbres morts ayant été effectué, il est proposé au conseil municipal d'acquérir à l'euro symbolique les espaces et équipements communs du lotissement listés dans le tableau ci annexé. Est-ce qu'il y a des questions concernant le Clos du Yette ? Non, pas de questions. Qui est pour ? Qui est contre? Pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Ils en seront très heureux. Le point numéro 10, nous allons parler d'urbanisme et non pas d'audit RPS, avec cette fois-ci le dépôt des demandes de permis de démolir et de construire pour le gymnase de Toumalin. C'est M. Jacques Maillefer qui nous présente. Oui, bonsoir. La municipalité participe à l'épanouissement de ses habitants, à la découverte de nouvelles activités et à la création de liens sociaux grâce à sa politique sportive et éducative. C'est dans ce cadre que l'équipe municipale mène une politique d'investissement soutenue à travers la réalisation d'équipements de qualité et d'actions répondant à la demande des pratiquants et visant à favoriser l'accès au sport pour tous. Parmi ces équipements, le gymnase de Toumalin, datant des années 1970, ne répond plus aux usages et aux normes actuelles. Les risques encourus par les pratiquants et les personnels en charge du site deviennent importants. La conservation de ce bâtiment entraînerait des travaux très lourds en termes de structure, de thermique, d'acoustique et d'accessibilité. De plus, sa configuration ne correspond plus aux besoins de développement de Saint-Paul-les-Dax. De ce fait, la démolition et la reconstruction de ce bâtiment est à privilégier. À cet effet, ce projet prévoit la démolition du gymnase, de la salle de gymnastique et du clubhouse de tennis existant, ainsi que la construction d'un nouveau gymnase en couverture textile, d'une salle de gymnastique recouverte par 800 m² de panneaux photovoltaïques, d'un nouveau clubhouse pour les tennis, de 2 terrains de tennis couverts et de 2 terrains de basket 3x3 couverts. Le cabinet Coco Architecture a été retenu comme mandataire du groupe chargé de la maîtrise d'œuvre de ce projet. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à déposer un permis de démolir pour les bâtiments existants et un permis de construire pour les nouvelles constructions dans le cadre du projet de restructuration du pôle sportif de Toumalin. Vos questions ? Catherine Rabat. Une question, mais je prends la parole au nom de notre groupe. Et pour assurer que nous ne sommes pas là pour avoir la volonté, contrairement à ce que vous voulez faire croire à tout le monde, que nous voulons entraver le projet Toumalin, nous voterons cette délibération technique. Et on reprécise que tout à l'heure, il s'agissait bien du plan de financement. Voilà. Ah ben très bien, nous en sommes très heureux.
Merci pour votre soutien à cette délibération. Francette Cando. Merci, monsieur le maire. Ne soyez pas surpris, je vais vous parler de basket. Simple précision. Simple précision. Suite à la délibération du point 7, il est annoncé un terrain 3-3 extérieur. Sur ce point 10 sont annoncés 2 terrains 3-3 couverts. Où est-ce que ces 2 terrains se retrouvent dans le gymnase? Donc, ce ne sont plus des terrains 3-3 extérieurs, comme ça doit l'être. Ou est-ce que nous avons à nouveau 3 terrains 3-3 sur ce nouveau projet Toumalin? Ce qui serait extraordinaire. Merci de relever ce détail qui nous a nous-mêmes échappé, je crois. Il s'agit bien en fait de deux terrains de basket 3-3, mais qui formeraient, si on les assemblait, un terrain 5-5 en fait. Mais c'est vraiment 2 terrains 3-3 qui sont accolés. C'est ça. Donc, est-ce que j'étais clair dans la réponse? Extérieur, pardon. Extérieur. Un terrain extérieur, c'est un terrain extérieur, donc il n'est pas couvert ni. Si, il est situé en extérieur, il sera comment dire, il sera couvert à partir de 3 mètres de haut de mémoire. Il y a une bâche qui vient couvrir le terrain avec une structure. Que le toit. Oui, pas tout à fait. côtés. Il sera ouvert de manière périphérique. Pardon. Il sera ouvert sur la périphérie. D'accord. Donc il n'y aura qu'un couverture, toit. il y a un toit, mais il sera ouvert sur la périphérie et le toit redescend en plus. Je crois que nous avons 3 mètres. Ce qu'on aurait pu faire à la place du marché, quoi, finalement. Comment? Ce qu'on aurait pu faire à la place du marché. Non, on en a déjà discuté plein de fois. J'en parlais avec les commerçants encore ce matin, avec le monsieur qui vend son pain et ses pastis, et il pleut pas tous les jeudis, c'est pas vrai, et puis qui met une bâche pour se protéger quand le vent arrive vraiment d'ouest. Tout à fait. Comment? Comme les tennis. Effectivement, André Hulmeau me précise, ce sont des terrains extérieurs mais couverts pour le tennis. Et il y aura une partie, en revanche, il y aura une partie qui descendra jusqu'en bas sur la partie ouest pour des raisons de vent et de pluie. Et une fois encore, ça a été travaillé avec le club. Nous travaillons avec les clubs. Bon, merci pour cette précision, effectivement. Bien remarqué, donc on est en concordance, c'est très bien. Parfait. Et bon, on s'accorde tous autour de cette délibération. Et on va voter pour. Vous votez pour aussi. Bah, écoutez, c'est formidable. Merci pour tous nos habitants et nos clubs. Donc, qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Est-ce que la délégation de pouvoir appelle des questions, des observations? Non, il n'y a pas de questions orales ni citoyennes aujourd'hui. Christine Giraudet qui lève la main quand même. Alors, ce serait juste pour apporter une précision sur les questions orales qui sont faites à la fin du conseil municipal. Nous avons été interpellés à la suite du dernier conseil municipal sur notre non-intervention et sur notre non-connaissance des questions qui vous avaient été posées, parce que nous ne sommes pas au courant des questions qui vous arrivent et pour lesquelles vous répondez en conseil municipal. Donc, c'était juste pour que cette information soit passée, comme quoi nous n'étions pas à la réception des informations. Très bien, donc le message est passé. Effectivement, c'est l'application pour les questions orales du Code général des collectivités territoriales qui est transcrit en fait dans notre règlement intérieur. Et pour l'intervention citoyenne, c'est l'intégration de cet élément directement dans le règlement intérieur. Et c'est son application. Le message est passé? Super. Eh bien, écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Merci à tous. Bonne soirée.